Excellente fête du travail à tous et à toutes. Bonsoir et bienvenue dans NCI 360. Le monde entier célèbre ce 1er mai les travailleurs. C'est une journée de célébration du combat des travailleurs et des travailleuses. C'est aussi une excellente occasion pour les médias que nous sommes de faire le bilan des avancées du droit des travailleurs et de questionner profondément le respect de ces droits dans notre pays. Et c'est ce que nous ferons dans cette émission. Les droits des travailleurs sont-ils respectés en Côte d'Ivoire? C'est le thème de ce magazine de la rédaction de NCI. Et nous avons pour invité M. Yao Oumo, qui est le directeur régional du travail du district autonome d'Abidjan. Bonsoir. C'est bien cela. Bonsoir, madame. C'est bien cela. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Jusqu'à côté de vous, nous avons M. Idriss Traoré, qui est le directeur général adjoint chargé de l'exploitation à la CNPS. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci de répondre à l'invitation de NCI. Je vous en prie. Et juste à côté de vous, M. Traoré, nous avons M. Missa Kwasi Olivier, qui est inspecteur de travail et secrétaire général adjoint du syndicat des inspecteurs de travail. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous également. Monsieur Évariste Koudou, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Evelyne. Merci de répondre à l'invitation d'NCI. Juste à côté de vous, monsieur Soro Mamadou, qui est le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Merci de nous avoir invités. C'est un plaisir. Bonne fête du travail au travail de NCI. Merci, merci. Nous avons M. Nyanya Zadi Théodore, président de la plateforme nationale. Merci de nous avoir invités à ce plateau en cette journée importante et historique. D'accord. Merci à vous également de répondre à notre invitation et excellente fête du travail. Merci. Merci. À vous. Merci. Alors, la célébration de la fête du travail était avant. Quelques années en arrière, c'était beaucoup plus festif. On avait le défilé, on sentait cette ambiance dans la ville. On savait que c'était la fête du travail, ça donnait envie de travailler. Je vais commencer peut-être par vous, monsieur Koumon. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait que la fête soit moins festive maintenant? La fête est moins festive qu'avant, mais on pourrait tout de suite mettre cela au compte, j'allais dire, de la maladie, de la pandémie, parce que on a dû suspendre les festivités depuis donc la survenue de cette pandémie, compte tenu des restrictions sanitaires que nous connaissons. D'accord. Voilà, je pense que c'est lié principalement à cela. Monsieur Traoré, vous partagez cet avis? Oui, vous savez, c'est une pandémie qui a épargné aucune partie du monde. Tout le monde est conscient qu'il y a eu beaucoup d'impact. Mais je pense que festif, c'est peut-être pas le mot, mais il y a toujours quand même de l'engouement. Voilà, okay. C'est un moment qui est attendu par beaucoup de gens à divers niveaux, mais je pense qu'il y a toujours un engouement qui est important à relever quand même. Monsieur Missa Kwasi. Oui, je partage l'avis de M. Traoré pour dire qu'en vérité, cette situation s'explique d'une part à cause de la pandémie, mais effectivement, cette célébration se fait à l'intérieur du pays. Là-bas, c'est beaucoup plus festif qu'au niveau de la capitale. D'accord. Évariste Koudou, la capitale oui, ne célèbre plus de la même manière. Oui, je pense que la remarque est tout à fait juste, parce que dans tous les cas, avec la pandémie, effectivement, mais il faut constater effectivement qu'il y a eu une baisse quand même d'intensité depuis un certain temps quand même. Avant la pandémie? Oui, je pense qu'on n'a pas les grands défilés comme on les voyait avant, je pense, parce que là, bon, il y avait les réceptions au niveau de la présidence et tout ça, mais des défilés comme on les voyait avant, bon, ça a quand même un peu diminué. Donc la remarque n'est pas quand même fausse. D'accord. Soro Mamadou, votre paille nous rappelle en tout cas qu'à une certaine époque, la fête du travail, on s'habillait différemment. Oui, tout jeune même, j'ai participé à un moment donné à ces défilés, tout jeune, on était encore élèves étudiants, bon, c'était ouvert. Je pense qu'il appartient au gouvernement d'imprimer la marche. Mais je sais aussi qu'il y a eu quand même les crises qui ont secoué notre pays, qui ont entraîné un problème sécuritaire, qui a fait qu'on a dû réduire un peu, filtrer, etc. Donc, sinon, à l'époque, vous voyez que le défilé passait entre le nouveau palais et l'ancien palais. Mais toutes ces voies, pour des raisons de sécurité, ont été interdites à la circulation publique. Et donc, je pense qu'il y a la question sécuritaire avec toutes les crises qui ont secoué le pays. Et il y a aussi, sûrement, une crise économique où, dans la gestion
des finances publiques, il faut réduire un certain nombre d'éléments parce qu'effectivement, tous ces défilés, il faut voir aussi le budget qui accompagnait. Okay. Je ne soutiens pas parce que moi, je suis pour que, effectivement, ce jour-là... Vous êtes favorable à la célébration? On intensifie, on augmente le budget alloué à ce jour parce que c'est une journée de plaidoyer, c'est une journée de dialogue social intense de haut niveau. Donc, c'est ça le dialogue social. C'est lorsqu'on peut dialoguer dans l'entreprise, dans les services, et après on monte d'un cran vers les ministres, mais après, il faut pouvoir se retrouver dans des conditions un peu agréables, mais dans le dialogue social avec le sommet de l'exécutif. D'accord. Donc, nous sommes favorables à l'ouverture. Je partage ce que les camarades viennent de dire, mais je voudrais indiquer que la plateforme nationale a tout de même respecté cette tradition et vos confrères étaient d'ailleurs à notre cérémonie. Nous avons fait le défilé à Cocody, n'est-ce pas, sur le boulevard Latry, pour respecter la tradition, essayer de faire notre part. Parce qu'il s'agit aussi pour les syndicats de mobiliser leurs travailleurs. Parce que je pense que c'est aussi dû, c'est vrai, à la maladie, à l'État, mais aussi à une faiblesse de syndicalisation. C'est un élément important. Une faiblesse de syndicalisation qu'on va noter et on y reviendra certainement tout le long de cette émission. Juste le temps pour moi de dire aux téléspectateurs que vous avez la possibilité d'appeler pour donner votre avis ou poser une question et que cet après-midi, on a eu la célébration officielle de cette journée du 1er mai avec le Premier ministre Patrick Kachi et les différentes centrales syndicales aussi ont eu des organisations internes. Je vous propose maintenant ce reportage de la rédaction de NCI. Nous avons tendu notre micro aux travailleurs du public et du privé. Ils expriment leurs préoccupations. Yopougon, entrée nord d'Abidjan. Dans les rues, des chauffeurs militants des 120 syndicats affiliés au Conseil national des organisations de conducteurs professionnels du pays. Point d'arrivée, la place Figayo pour des animations, mais aussi des messages, des préoccupations de ces acteurs du secteur informel qui revendiquent depuis belle lurette une convention collective. Nous avons nos revendications spécifiques qui ne sont pas portées au niveau du président. Donc on a décidé de rompre avec cette manière de célébrer pour que véritablement nos voix soient portées. On a mis l'accent sur la signature de la convention interprofessionnelle. Quand on demande à l'État aujourd'hui de renouveler le parc automobile, c'est des fonctionnaires qui viennent prendre les véhicules. Mais nos conducteurs sont dans les gares. Pourquoi on ne vient pas les recenser pour leur donner des véhicules? Nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'on peut ne pas faire évoluer une corporation en favorisant des gens qui ont déjà des activités. Notre emploi n'est pas protégé. Donc il est important que le chef de l'État, tant qu'il perd la nation de nous tous, puisse régler ces différents problèmes. Autre commune, Cocody. Dans les rues, des travailleurs affiliés, eux, à la plateforme, conduite par Nyanya Zadi Théodore. Du carrefour mobile, il rallie l'espace public du quartier pour les festivités du 1er mai. Marquées par des remises de muguet, des animations et des communications. Nous sommes à la fin d'un cycle, c'est-à-dire la fin de la trêve sociale, avec les deux documents que nous avons signés en 2017. Et cela commande que nous puissions travailler à la mise en place d'un nouvel accord. Et donc depuis un an, avec le gouvernement, nous avons commencé les discussions. La première phase est achevée avec le recensement de l'ensemble des revendications au niveau transversal. Et nous souhaitons que les négociations s'étendent aussi au secteur privé, parce qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas que le gouvernement s'attarde uniquement sur le secteur public. Il est bon qu'on ouvre également, dans cette période de discussion, une branche au niveau du secteur privé, qu'il y ait aussi un cadre où ils vont mettre leurs préoccupations et qu'on sorte par le haut sur l'ensemble des secteurs. La réponse à l'une des préoccupations de la plateforme viendra de la caserne des sapeurs-pompiers d'Adjamé-Indenier, là où se sont retrouvés les membres de la centrale syndicale Humanisme. Aux côtés de Soro Mamadou et ses camarades, le ministre de tutelle répond. Nous avons réussi certaines choses. Nous l'avons réussi parce que nous avons eu une collaboration de raison. Laquelle collaboration de raison nous a permis d'aller un peu plus loin dans l'amélioration légitime des conditions de vie et de travail des travailleurs et travailleuses que vous êtes. Nous devrons faire davantage plus. Je voudrais vous exhorter à faire en sorte que la trêve sociale soit renouvelée.
C'est dans le renouvellement de la trêve sociale que tout deviendra possible. Bien avant, Soro Mamadou exprimait d'autres revendications de la 5e centrale du pays. Si la médiation professionnelle était intervenue dans l'affaire de licenciement abusif de toute la direction de la fédération des syndicats de PAMSI, nos 5 secrétaires généraux n'auraient pas ainsi aujourd'hui été licenciés abusivement. Nous amenons ainsi les 5 secrétaires généraux et nous, humanistes, à saisir le Conseil d'État pour faire droit à notre requête. Oui, ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait qu'utiliser le droit syndical. Qu'il plaise au gouvernement de faire droit à notre requête, à la requête des 5 secrétaires généraux qui y ont travaillé pour le bas mot 20 ans, pour d'autres 29 ans, pour certains 31 ans et qui sont chassés sans un seul radis. Autre centrale, la FESACI-CG, Fédération des syndicats autonomes de la Côte d'Ivoire, Confédération générale. Aux côtés du général Doya Mamadou Traoré et de ses lieutenants, à leur siège de Cocody Riviera à Toban, des émissaires du ministre Adama Camara. Une présence mise à profit pour livrer, via le genre, le cahier de préoccupation des camarades. La subvention annuelle allouée aux centrales syndicales, nous voudrions qu'elle soit inscrite au budget de l'État, institutionnalisée et revalorisée. Que des représentants des travailleurs ivoiriens intègrent le Conseil économique et social ainsi que le Sénat. Après des éditions antérieures dans la sobriété, en lien avec les restrictions de la Covid-19, les travailleurs ont renoué ce dimanche 1er mai 2022 dans les communes d'Abidjan avec les festivités grandioses de la journée consacrée à la promotion de leurs droits. Dans les rues, dans des espaces ou dans les QG, chants et danses étaient de la partie. Beaucoup de préoccupations notées dans ce reportage. Moi, je vais commencer avec vous, les syndicats. La question est toute simple et elle est la même pour tous. Si on vous demandait de donner un taux, un pourcentage du respect des droits des travailleurs en Côte d'Ivoire, ce serait lequel? Évariste Koudou. Bien, si... Estimé à combien? Oui, je pense que pour la pratique que nous avons chaque fois sur le terrain, le respect pour nous, le non-respect serait certainement à 70%. Le non-respect à 70%. Et le respect? Le respect certainement à 30%. 30%. Ouais. Soro Mamadou? Non, je ne m'aventurerai pas parce que nous n'avons pas fait des statistiques particulières. OK. Et aujourd'hui, le CIRES, qui est une institution un peu crédible, qui est chargée de ces questions, ou l'INS, j'avoue que cette semaine, j'ai fouillé, je n'ai pas vu des statistiques, mais peut-être où je pourrais m'aventurer... Vous êtes un homme de terrain. Où je pourrais m'aventurer, c'est de faire le ratio sur le nombre d'entreprises, et particulièrement celles qui sont affiliées à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Okay. Par cette structure, on arrive à les interpeller. Sur 39 000 entreprises, elles sont autour de 5 000 au niveau donc, de la Confédération générale des entreprises. Donc vous comprenez déjà le gap sur le nombre d'entreprises qu'il y a qui n'ont pas une fêtière par laquelle on peut les interpeller, par laquelle on peut effectivement avoir des discussions, des dialogues avec eux. Donc, avec elles, ces entreprises. Donc, voilà un peu. Les outils en matière de droit syndical sont là. Okay. Dans l'exercice, il y a problème. Okay. Pourquoi? Je pense qu'il y a un déficit au niveau syndical, mais il faut qu'on regarde du côté des inspecteurs du travail. On va regarder tout à l'heure. Effectivement, souvent, on va regarder tout à l'heure. L'interprétation du droit nous laisse perplexes. OK, on va regarder tout à l'heure. Monsieur Nyanya Zadi, votre taux à vous, une estimation de ce que vous savez de votre pratique? Le problème sur deux aspects. OK. Au niveau du cadre normatif, comme l'a dit le camarade Soro, au niveau institutionnel, je pense qu'on peut donner 100% à notre pays en matière de, je dirais, institutionnel, au niveau des normes, que ce soit les normes internationales, les textes nationaux, tout est dedans. Mais c'est dans la réalité, il y a un gap entre le cadre normatif et la réalité. Et sur cette réalité-là, je pense que le camarade Koudou a indiqué le taux qui, pour moi, est la réalité au niveau surtout du secteur privé. C'est un taux de 30%. Au niveau du secteur public, on peut dire qu'on a un meilleur taux au niveau du respect des droits. Missa Kwasi. Oui, nous, à notre niveau, nous pensons que l'application du droit du travail en Côte d'Ivoire, quand même, a un taux au-dessus. On donnerait environ 60%, parce que ce qu'il faut bien comprendre,
c'est qu'il y a des aspects techniques dans la question du droit du travail. Et trop souvent, bien souvent, les travailleurs eux-mêmes ne connaissent pas, ne maîtrisent pas forcément l'outil du droit du travail, ce qui pourrait les amener à se méprendre. C'est-à-dire lorsque l'inspecteur du travail, qui en vérité n'est qu'un conciliateur, il n'est qu'au début de la phase. Sinon, il y a le juge du travail qui tranche. Et donc pour nous, 60%. 60%. 60%. Idriss Traoré. Merci. Écoutez, je ne vais pas m'aventurer pour faire des taux. Je ne peux pas faire un taux. Mais ce qu'il faut noter, c'est que quand même, il y a un ensemble de cadres de consultation qui existent de plus en plus. Vous avez fait un peu l'historique. Je pense qu'il y a 30 ans, 40 ans, ça existait, mais pas une forme comme celle qu'on a maintenant. Et c'est un élément qui est important, il faut souligner. Aussi, il y a quand même le droit d'information. Hein, les syndicalistes l'ont un peu dit. L'information qui n'était pas perçue par le passé commence à être de plus en plus connue de tous. Ouais, de plus en plus, on a des conflits qui sont évités par le simple fait que l'employeur et le travailleur connaissent de mieux en mieux leurs droits. Et je pense que c'est un élément qui est important. Vous allez sûrement revenir là-dessus. Mais je pense que pour moi, l'élément important, c'est de partir sur ça. Partir du principe que plus les acteurs en question auront une connaissance de leurs droits et obligations, moins on aura des conflits qui vont être de plus en plus dommageables pour tout le monde. Merci. Yao Koumou, je sais que vous êtes impatient de donner votre avis sur la question. Oui, on pourrait le dire. Je ne vais pas m'aventurer à avancer un taux, mais je pense qu'on pourrait raisonnablement retenir au-dessus de la moyenne. Vous n'êtes pas d'accord pour les 30%? Oh, je trouve que c'est un peu exagéré. Ah oui. Parce que, ça a été dit, hein, il faut partir du dispositif normatif. Le code de 2015, ils sont tous là. Il a été adopté pratiquement comme on adopterait une convention collective. Hein. Je veux dire, il y a eu des consultations, de larges consultations qui ont été menées. Alors donc, les textes existent. Okay. Et je dirais qu'ils sont très pertinents. D'accord. Est-ce que tout est parfait? Ça, je ne le dirais pas. Est-ce qu'on peut améliorer? Bien sûr. Et je pense que Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, dès sa prise donc, de fonction, en a été très vite conscient et a initié et donc, un projet j'allais dire, visant à améliorer les conditions de travail. D'accord, très bien. Le statut de l'inspecteur du travail, parce qu'en réalité, on parle souvent de beaucoup de choses concernant les inspecteurs du travail, mais... on ne sait pas. Non, surtout les conditions de travail. On aura l'occasion de revenir voilà. Sur cet aspect. Le taux de 30%, ça, c'est très bas pour vous. Bon, je connais M. Koudou. D'accord, rapidement alors. Oui, rapidement, je le dis parce qu'effectivement, nous sommes tous d'accord ici. Hein. Le dispositif, il est parfait. Les conventions internationales, les 8 conventions de l'OIT qui ont été ratifiées par la Côte d'Ivoire. Le Code du travail est là, la Convention collective interprofessionnelle est là également. Et tous les textes annexes sont là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui est nanti en matière de textes. Ça, tout le monde le sait. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, en matière d'application de ces textes, nous sommes sur le terrain. Alors, comment vous pouvez expliquer, par exemple, dans une entreprise, je ne sais pas de quelle façon, par exemple, des entreprises s'installent en Côte d'Ivoire, mais quel est leur cahier de charge en réalité? Est-ce que ces entreprises-là sont vraiment dans une disposition de faire appliquer les textes tels que la Côte d'Ivoire le voudrait? Mais pourquoi? Allez-y dans les inspections de travail aujourd'hui, les conflits collectifs sont nombreux. Allez-y voir. Vous allez trouver des travailleurs qui sont assis là, le visage est massillé parce qu'ils sont complètement décousus, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Okay. Alors donc, pour moi, quand on regarde ça véritablement sur le terrain, on sait ce que les textes disent, mais le camarade Soro l'a dit tout à l'heure, des sociétés qui ne sont même pas identifiées, qui pratiquent autre chose, qui sont les plus nombreuses aujourd'hui. On a parlé de près de 39 000, mais c'est 5 000 qui sont codifiés. Le reste fait quoi? Okay. Comment le droit est appliqué là-bas? C'est une grande question. Je n'ai pas parlé d'entreprises non codifiées. Hein. Non, je n'ai pas dit. D'accord. Je n'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, nous sommes sur un plateau et je préfère que la science et le rationnel l'emportent. Si on a des enquêtes, des statistiques disponibles, on le dit. Moi,
J'ai fouillé les données du CIRES. Ça n'a pas été fait. J'ai fouillé donc les données de l'INS. Pour l'heure, ce n'est pas présent. C'est pourquoi vous avez dû voir, au 1er mai, j'ai proposé un schéma structurant qui est qu'on puisse faire en sorte que les travailleurs aient à leur disposition une institution comme une chambre consulaire, qu'on pourrait appeler la maison du travailleur ou du travail, qui allait effectivement être un outil technique suffisamment de haut niveau, qui allait effectivement adresser toutes ces questions, les questions de statistiques, les questions de l'évolution, les questions de formation, de renforcement des capacités par leur pairs. Parce qu'on dit l'éducation et la formation par leurs pairs, que sont les syndicats, les travailleurs, pourraient effectivement faire avancer. Mais tant qu'eux-mêmes n'auront pas fait ces statistiques, se convaincre, à la fin, vous allez voir que les statistiques qui seront données, nous allons les contester, etc. Or, si cela est fait de façon rationnelle, vous allez voir que ce soit l'INS, que ce soit le CIRES, quand on va se rapprocher de ces différentes statistiques, rapidement, on va trouver une ligne médiane. C'est pourquoi, vivement, nous avons demandé que l'État et les travailleurs, les centrales syndicales et les syndicats ont pu se retrouver pour faire l'étude de faisabilité, mettre ce projet en route, aller à la construction de la maison du travailleur, et la gouvernance revient donc aux travailleurs qui vont effectivement avoir cette subvention pour adresser toutes ces problématiques et avoir quand même un bilan d'exercice chaque année, effectivement, avec un contrôle d'État. On vous a bien compris. On aura toutes les données. On vous a bien compris sur ce sujet. On va suivre ce reportage de la rédaction d'NCI, notamment sur la célébration officielle de la fête du 1er mai, et on en reparle juste après. Esplanade de la primature. Hôte du locataire des lieux, les représentants des forces sociales du pays, conviés à la célébration officielle de la fête du 1er mai avec le gouvernement. À la tribune, les leaders des centrales syndicales. Tour à tour, ils égrènent le chapelet des attentes de leurs camarades. En face, des nouvelles pas toujours bonnes. Une préoccupation du Premier ministre, la préservation du climat de stabilité du Front social à conclure à travers la signature d'une nouvelle trêve sociale. Chères travailleuses, chers travailleurs, ensemble, nous avons œuvré ces dernières années à la préservation de la paix sociale dans notre pays, grâce notamment à la signature et à la mise en œuvre, sur la période 2017-2022, d'une trêve sociale qui a nécessité des efforts partagés. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour vous remercier tous, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la signature de cette trêve et saluer une nouvelle fois la mémoire de feu mon prédécesseur Amadou Gon Coulibaly, sous la conduite duquel la trêve a été signée et qui en a été un acteur majeur. Par votre disponibilité au dialogue, vous avez là démontré une fois encore votre sens élevé de l'intérêt général dans un contexte qui imposait de tous un effort particulier. Un adage dit que si vous avez un travail où il n'y a pas de complications, c'est que vous n'avez pas de travail. Je comprends donc que naturellement, dans l'exercice de votre travail quotidien, vous ayez des complications. Aussi voudrais-je inviter tous à demeurer dans cette dynamique, tradition de notre pays, volonté de notre président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de demeurer tous dans un dialogue social apaisé, soucieux de l'intérêt de la nation et de ses populations, créateur d'un climat propice au développement, au progrès comme à la prospérité. Oui, ensemble, mûrs, conscients des enjeux et des défis, continuons de bâtir sous le leadership de son Excellence M. le Président de la République cette Côte d'Ivoire solidaire, celle de l'espoir de notre jeunesse, où chacun vivra heureux et mieux. Notons que les centrales syndicales ont marqué leur disponibilité à des échanges avec le gouvernement sur les points de revendication à l'effet d'aboutir à un nouveau consensus et ainsi éviter un front social en ébullition. On poursuit donc les échanges sur ce plateau. On reviendra certainement sur certains points évoqués par le Premier ministre. Mais moi, j'aimerais qu'on parle maintenant du rôle de chaque acteur, de l'État, du patronat qu'on n'a pas pu avoir ce soir, malgré notre invitation, des travailleurs du syndicat. Et vous parliez tout à l'heure du fait que le cadre normatif est suffisamment large. Mais est-ce que tous les travailleurs
sont pris en compte dans ce cadre, les travailleurs du secteur privé, du secteur informel. Je vais commencer par vous, monsieur le directeur régional du travail. Oui, tous les travailleurs sont pris en compte. Le Code du travail s'applique à tout le monde. Indistinctement, c'est une loi, donc en raison de son caractère général et impersonnel, dès l'instant où il existe une relation professionnelle dans le secteur privé, c'est-à-dire il est établi l'existence d'un contrat de travail, donc c'est le Code du travail qui va s'appliquer à ces acteurs. Tout à l'heure, on parlait de l'application. Écoutez, je pense qu'à ce niveau, vous conviendrez avec moi que chaque inspecteur peut apprécier un dossier et peut avoir son avis. Cet avis peut être confirmé parce qu'il y a des instances de recours. Donc je pense qu'il faut, lorsqu'on n'est pas satisfait, et donc emprunter les voies de recours. OK. Les voies de recours seront abordées. Moi, je reviens sur la prise en charge, en compte de tous les travailleurs. Et monsieur Okoumou parlait, par exemple, d'un contrat de travail. Mais il existe, il y a beaucoup de personnel de maison, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on n'a pas de contrat de travail. Est-ce qu'on est pris en charge, Idriss Traoré? En réalité, si vous voulez que j'en parle un peu, au sens de l'article 14.1 du Code du travail, dès lors que les 3 critères caractéristiques, à savoir prestation de travail, activité professionnelle, rémunération, contrepartie donc du travail effectué, et bien entendu le lien de subordination juridique, dès lors que ces 3 critères sont réunis, il y a bel et bien contrat de travail. Donc souvent on est même employeur sans le savoir. En réalité, le contrat de travail n'est pas forcément écrit. Voilà, okay. C'est ce que je voulais indiquer. D'accord. Idriss Traoré, en complément? Oui, comme monsieur l'a dit, dans le même esprit. Vous savez, le cadre normatif, ça a été dit, il est assez clair en Côte d'Ivoire. On a pratiquement ratifié toutes les conventions de l'OIT, qui fait que la Côte d'Ivoire est un modèle dans ce domaine. Évidemment, là où les éléments sont à amplifier, c'est vraiment la communication et l'information, formation de tout le monde. On l'a dit, il a dit, le Code du travail peut être écrit ou oral, oui, lorsqu'on a les éléments caractéristiques. Le contrat de travail, pardon, écrit ou oral. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de formaliser. Mais ça, c'est un élément pour lequel il faut informer nos populations. Il faut former toutes ces personnes. Quand vous dites il faut, vous pensez à qui devrait le faire? Toute situation de travail, dans les industries, dans les petites entreprises, les grandes entreprises, qui doit le faire? C'est en cela que cette plateforme qui actuellement a tout son sens. Vous savez, dans la formation de tout le monde, il y a l'employeur, évidemment, qui a cette responsabilité de faire. Il y a aussi les travailleurs qui sont organisés, syndiqués ou non, mais qui ont cette obligation de se renseigner, d'avoir l'information, de savoir toutes ces choses-là. Le Code du travail dont on parle, il est de 2015. Bon, je ne dirais pas qu'il est vieux, mais ça fait un petit moment. Oui, et c'est le deuxième sous-thème. Voilà. Donc j'en viens, mais pour dire que lorsqu'on est travailleur, il faut aussi qu'on soit dans une certaine posture. Oui, lorsqu'on est en situation de travail, on se pose des questions, on se renseigne, on va vers l'information pour savoir si ce qu'on fait peut être dans un cadre ou dans un autre. En ce qui nous concerne, pour ne pas aller dans d'autres domaines, pour la CNPS, c'est le même cas. Quand vous êtes travailleur, vous devez vous poser la question. En l'état actuel, la CNPS gère le régime de base de tout ce qu'il y a comme travailleur du secteur privé et indépendant, on le verra par la suite. Mais ça veut dire que dès que vous travaillez, il faut aller vers l'information. On a des plateaux télé, on a des émissions, on a des sensibilisations. Maintenant, avec l'avènement de tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, je pense que de plus en plus, on a des canaux qui font que tout travailleur doit pouvoir se poser les questions. Avant même d'arriver au niveau des recours ou même de la partie contentieuse, on doit pouvoir avoir l'information. Et c'est en cela que je dis que la sensibilisation que vous faites est très bien et il faut amplifier vraiment à tous les niveaux. Merci. Missa Kwasi. Oui, pour abonder dans le même sens que mes 2 prédécesseurs, je veux dire qu'aujourd'hui, le cadre normatif est assez clair. Maintenant, c'est dans la pratique. Et dans la pratique, les acteurs que nous sommes, c'est-à-dire aussi bien le patronat, l'État de Côte d'Ivoire, que les centrales syndicales, ensemble, nous devons trouver les mécanismes pour informer la base. Parce qu'en réalité, là où il y a souvent le contentieux, c'est lorsque le travailleur lui-même, il ne connaît ni ses droits, ni ses obligations. Souvent, il confond l'obligation qui lui est faite comme un droit pour lui. Voilà. Donc, pour dire qu'en vérité, le mécanisme
normatif existe, il faut maintenant l'amplifier. Et je remercie NCI pour l'occasion qu'elle nous donne d'en parler. Yaya Zadi. Oui, moi je pense que je prends en compte ce qui a été dit. Mais vous êtes d'accord que le travailleur ne connaît pas ses droits? Non, ça c'est pourquoi alors que les centrales syndicales existent. Ils ont un rôle de formation. Mais est-ce que vous le faites suffisamment? Ça, il faut des moyens pour le faire. Mais nous le faisons avec les moyens que nous avons et avec les capacités qui sont les nôtres. Mais je voudrais indiquer que tout à l'heure, vous avez demandé si tous les travailleurs étaient pris en compte. C'est ça la question importante et fondamentale. Okay. Et tout à l'heure, j'ai eu la réponse, on dit tout le monde est pris en compte. Mais il y a un groupe de travailleurs qui ne sont pas immatriculés à la CNPS. Je pense que ça... C'est lequel? De nombreux, on parle de 60% des travailleurs ivoiriens du secteur formel. Ça dit qu'ils sont au noir. Parce que c'est le début de la prise en compte. C'est le début du respect des droits du travailleur. Parce que c'est là que tout découle. Mais des travailleurs dans certains secteurs d'activité ne sont même pas connus et reconnus travailleurs au noir, ils ne sont pas immatriculés. Je pense que ça, c'est un aspect important qu'il faut traiter. Et c'est pourquoi, pour moi, tous les travailleurs ne sont pas pris en compte par rapport à la préoccupation que vous avez soulevée. OK. Mais si vous permettez... Oui, allez-y, rapidement. Je voulais dire, dans la prise... Je reviendrai, ne vous en faites pas. Nous entendons, est-ce que ces dispositions du Code du travail s'appliquent... Concerne tout le monde. Concerne tout le monde. En fait, peut-être que c'est ça. Parce qu'il peut exister un contrat de travail, mais qui recèle des irrégularités. C'est ça. Voilà, donc à partir du moment où il y a un contrat de travail, vous êtes concerné. Mais est-ce que la situation, à tout point de vue, est régulière, d'où la nécessité des contrôles que nous menons très souvent. Donc, des irrégularités peuvent exister. Bien sûr, si vous permettez. Allez-y rapidement. Il y a Soro Mamadou qui est très impatient. C'est une dynamique qui, hélas, ne pourra jamais être épuisée. Le problème d'immatriculation ou d'irrégularité, c'est un problème permanent. On ne pourra jamais arriver à un optimum. Mais ce qu'on dit, c'est que toutes les parties doivent savoir qu'est-ce qu'elles doivent faire. Oui, il fut un moment où, lorsque vous êtes travailleur, et comme il dit, vous n'êtes pas déclaré, vous n'avez aucune alternative, vous n'avez aucune tribune, vous n'avez personne à qui vous référer. Mais maintenant, ce que nous disons, je prends le cas de la CNPS, on a maintenant des agences dans presque toutes les communes d'Abidjan et presque toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour que par cette proximité-là, chaque travailleur puisse venir à tout moment poser un problème. Nous sommes CNPS, moi, l'inspection du travail. On a même les syndicats qui sont des relais, qui font qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui est posé, il est réglé. Et c'est ce qu'il faut qu'on note en fait dans... Très bien. Soro Mamadou. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des adages courants qu'il faut disséquer. Vous voyez, on dit, par exemple, partout, que nul n'est censé ignorer la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si c'est de la science-fiction. Ça veut dire que dans chaque ruelle, il y a la possibilité d'avoir accès à l'information immédiatement. C'est vrai qu'on a mis une institution où on dit l'accès à l'information publique, mais aujourd'hui, quel est le canal de diffusion de l'État qui fait que dans chaque entreprise, il y est mis à la disposition des travailleurs un document qui leur permet, peut-être à 1 heure de pause, à 10 minutes de pause, d'aller se documenter. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit la réponse reste structurante, la maison de l'entreprise et du travailleur. La maison du travailleur. Cette question mérite d'être traitée. Deuxièmement, il y a la question de l'affiliation. Vous voyez, dans les pays anglo-saxons, pour vulgariser le droit, on impose à chaque travailleur de faire le choix d'un syndicat, obligatoire. Une fois que tu rentres en entreprise, on te demande de faire un choix. Après, si tu penses que ce syndicat n'est pas bon, tu pourras changer. Ça pousse la population à avoir l'information. Mais ici, je vous le dis, il y a une chasse aux syndicats dans les entreprises. C'est pourquoi je vous ai donné le ratio entre 39 000 entreprises en Côte d'Ivoire et 5 000 qui sont affiliés. Mais quand vous dites une chasse aux syndicats, qui fait la chasse? C'est le patronat, les chefs d'entreprise. Parce qu'ils estiment qu'ils ont investi un capital et donc c'est leur entreprise, ils doivent... Et regardons, scrutons le Code du travail. C'est vrai, j'entends qu'il y a les travailleurs protégés. Non. De quoi il s'agit? Il n'y a pas de travail protégé dans le Code du travail. Pourquoi? On demande simplement à l'employeur, si tu veux licencier un secrétaire général ou ses 5 adjoints ou un délégué du personnel, de demander l'autorisation à l'inspecteur du travail. Il peut répondre par la négative, comme il peut répondre par l'affirmative. Mais même dans le cas où il répond par la négative, le patron peut estimer que je le licencie. Il n'y a pas de recours. Okay.
Est-ce que vous comprenez? Et enfin aussi, il y a les moyens de contrainte pour les entreprises. Dites-moi, quand on découvre qu'une entreprise n'a pas déclaré ses travailleurs, quel est le recours? À la CNPS ou même au niveau de l'État? Moi, je ne vois pas. C'est ce qui fait que la proportion des travailleurs non déclarés est grande. Les journaliers qui vont pointer chaque jour, ils doivent être déclarés chez eux. Mais niet. OK, d'accord. Donc, pour moi, il y a des éléments structurants qu'on doit mettre en place. OK. La syndicalisation obligatoire qui va permettre de diffuser large ces informations aux travailleurs. Deuxièmement, augmenter les contraintes au niveau donc des entreprises qui ne déclarent pas leurs travailleurs, qui va les obliger à, quand tu recrutes, qu'ils soient journaliers ou pas, à les déclarer, etc. Et aussi diffuser au mieux l'information par des canaux qui permettent d'arriver dans les entreprises. On note vos solutions également. Si cela est fait, je pense que vous allez voir que maintenant... Évariste Koudou, on va permettre à Évariste Koudou. Sur quel aspect? Ils ont dit quelque chose. Quel aspect? Aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène qui est... Parce qu'ils ont voulu dire qu'il y a les contrats partout. Non. Regardez le phénomène qui se développe actuellement. Il y a le phénomène des placements des travailleurs. Ce sont des nouvelles sociétés qui disent, je suis une société, vous venez, vous vous inscrivez. Et chaque matin, je te dis, bon, il y a telle société qui a besoin de 5 travailleurs. Je m'en vais, je les dépose. C'est une convention qu'ils signent à l'entreprise. Cette entreprise leur paye la facture. Et puis alors, quand eux reviennent, on dit, tiens, il n'a ni contrat de travail avec l'entreprise où on l'a prêté, mais avec cette entreprise. De placement. Où est le contrat de travail? OK, on note bien ce point. On note bien ce point. OK, on va permettre à Évariste Koudou. Terminer sur le contrat de travail. Rapidement, parce que ça fait un peu longtemps que vous avez la parole. Oui. On a voulu insinuer que sans papier, il y a contrat de travail. J'aurais bien voulu les croire. Mais quand tu fais un recours au tribunal du travail, c'est sur pièce. On n'écoute pas le travailleur. On te dit, tu envoies les éléments de pièces que tu déposes et c'est ce que le juge lit et tranche. On note. Évariste Sans Koudou. papier, il n'y a pas de contrat. Évariste Koudou. Alors, merci. Je voudrais juste répondre à cette question. Est-ce que tous les travailleurs, ou bien tous ceux qui travaillent sont concernés? Je voudrais qu'on prenne juste la disposition du Code du travail à son article 1. On dit que le Code du travail est applicable sur toute l'étendue du territoire. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent sont concernés par le Code du travail. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut spéculer sur beaucoup de choses, mais regardons le taux d'alphabétisation dans nos pays. Ils sont combien qui peuvent lire un Code du travail? Tous ceux qu'on prend, allez-y au port ici, vous allez voir. Ils sont combien qui peuvent lire un élément de droit? Ils ne savent pas. On les recrute ainsi, et vous allez voir par exemple que des journaliers sont journaliers pendant 30 ans, jusqu'à leur retraite. Ils n'ont jamais été déclarés. Et quand on veut les renvoyer, mais il n'y a aucun recours. Le patronat, il change les gens comme il veut. Je vous dis ça parce que, vous voyez, on a même des cas aujourd'hui au niveau du port d'Abidjan. Près de 387 travailleurs qui sont licenciés. Ils n'ont jamais reçu un document de licenciement. Ils n'ont pas reçu de droit, mais ils sont partis depuis le mois d'août. Ça fait 9 mois qu'ils sont dehors. Okay. Et il n'y a aucun recours. Donc, je veux dire que sur la question, on l'a dit tout à l'heure, qu'effectivement, les textes sont là. Mais quand vous arrivez en entreprise, des gens font ce qu'ils veulent. Et ils disent, c'est mon entreprise, je fais ce que je veux. Et ce qui nous désole parfois, même quand nous allons à l'inspection du travail, qui est notre premier juge, mais quand vous arrivez, l'inspecteur, parfois même, il est dépité. Il ne sait pas quoi faire. Il dit, bon, de toute façon, c'est son entreprise, mettez-vous en conformité et puis allez-y travailler. Donc, le travailleur, souvent, il est le seul, il est là, il est complètement esselé. Alors, ce que je voudrais juste dire là, je reviens sur ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on est dans un système de désyndicalisation partout. Les contrats dont il parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a des structures qui sont là. On prête des travailleurs à des entreprises pour ne même pas qu'il ait affaire à ce travailleur, pour ne pas qu'il soit syndiqué et tout ça, parce qu'il ne peut pas dire demain qu'il a un droit quelque part. On a déjà vu des cas comme ça dans beaucoup d'entreprises ici. Donc, c'est un danger
aujourd'hui que les travailleurs courent Bien dans les noté. entreprises. D'accord. Voilà ce que je voulais Monsieur, dire. vous allez réagir. J'aimerais juste dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour avoir un avocat sur ce plateau parce qu'au regard de ce que Soro Mamadou dit, il était important d'avoir voilà, le vécu d'un avocat. Quelle est votre réaction? Merci, madame. Je pense que si l'avocat était là, il se serait servi du même document que moi. Parce que le Code du travail, il est le même, hein, qu'on soit magistrat, qu'on soit avocat. Mais dans l'application. Donc, non, nous sommes d'abord en train de parler de l'existence du contrat de travail. Ils sont d'accord que ça existe? Non, que le ils cadre... ont dit qu'il n'y a pas de contrat de travail partout. Je vous l'ai dit. Et non, je vais préciser ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que lorsque vous partez au tribunal... Laissez, je vais juste préciser. Laissez-moi terminer, peut-être vous me comprendrez mieux. Okay. Parce que j'ai cru entendre que l'absence d'écrit... Ce n'est pas que nous conseillons l'absence d'écrit. Non, je vais préciser sa pensée. Ce qu'il a dit, c'est que lorsque vous allez au tribunal, lorsque vous avez un conflit, que vous allez au tribunal du travail, on demande des documents. Donc, en l'absence d'un contrat de travail ou d'un document qui prouve que vous avez d'un document écrit, votre dossier n'est pas pris en compte. Mais je suis en train de dire que cela n'est pas possible. OK, d'accord. Parce que c'est le Code du travail lui-même qui dit, d'abord, en son article 14.2, que le contrat est passé librement et sous réserve des dispositions du présent code, constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Donc le formalisme est libre. Et plus loin, il est écrit à l'article 14.4 que l'existence du contrat de travail se prouve par tout moyen. Cela me paraît essentiel. D'accord. Parce que vous conviendrez avec moi que c'est à l'employeur qu'incombe l'obligation de faire le contrat écrit. Et beaucoup ont tendance à se cacher derrière l'inexistence d'un contrat écrit pour conclure à l'inexistence d'un contrat de travail. Et c'est pour protéger justement les travailleurs que ces dispositions existent. Il peut y avoir, je termine, une méconnaissance. On parlait des sujets. En autre proposition, le SG Soro Mamadou a proposé qu'on demande à chaque travailleur de faire le choix d'un syndicat. Cette option, elle me semble quelque part un peu contraire à la liberté syndicale, qui voudrait que le travailleur adhère au syndicat de son choix, ou de ne pas adhérer du tout. Voilà. Oui, mais la liberté, c'est cela. On a par exemple des sans-partis dans ce pays. Donc, je voulais le dire. Ensuite, je termine par là. D'accord. S'agissant de la sensibilisation, il est bon d'indiquer que très souvent, on met l'accent, s'agissant du rôle de l'inspecteur du travail, on met beaucoup l'accent sur le règlement des conflits. Mais je pense que la plupart des personnes qui sont sur ce plateau le savent. L'inspection du travail a également un rôle éminemment important qu'est le conseil, les consultations juridiques. Et chaque jour ouvrable de la semaine, j'ai un collègue inspecteur du travail qui est là, chaque responsable est tenu d'organiser une permanence. Je termine, et c'est très important. En 5 secondes. Voilà, donc généralement, c'est peut-être par méconnaissance de cela. Ok, voilà. D'accord. Madame Evelyne Deba, il a dit, ce qu'il a lu, que le contrat de travail se prouve par tout moyen. Demandez-moi, vous êtes en contentieux, vous êtes devant le tribunal du travail. On vous dit, vous dites que vous êtes en lien de travail avec lui, donnez la pièce qui le justifie. L'employeur ne lui a pas donné la pièce. Où est la pièce? C'est de ça qu'on parle. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas écrit, mais ça, comment on l'applique? C'est une faiblesse. Okay. Donc, je veux dire, quand on dit par tout moyen, cela voudrait dire aussi même au moyen d'enquête. À partir de l'instant où vous êtes licencié, vous n'avez plus accès à l'entreprise et toute démarche qui rôde autour de l'entreprise va vous envoyer à un autre tribunal. D'accord, on vous a bien compris. C'est le tribunal d'infraction du on vous a bien compris. J'étais en train de dire, quand moi, inspecteur du travail, je suis concret, un employeur, et ça on nous pose des questions de ce type de tous les temps, quand ils arrivent, les employeurs, ils disent, il dit qu'il a travaillé chez moi. Quelle preuve avez-vous? C'est une question qui est importante. Il ne m'est pas interdit d'aller enquêter afin de savoir, c'est un moyen de preuve. Mais je ne dois pas dire que du fait que le travailleur ne dispose pas d'un contrat
écrit ou d'une preuve écrite, alors il n'existe pas. Alors moi, ma question est la suivante, avant de donner la parole à Missa Kwasi. La question est la suivante, c'est quelles sont les dispositions prises en matière de contrôle et pour faire appliquer justement ce code du travail sur le terrain? Oui, effectivement, c'est un autre débat. Nous avons muni de notre cadre professionnel que j'ai ici, le droit d'entrer de jour comme de nuit dans toute entreprise assujettie à notre contrôle. Est-ce que vous le faites? Oui, nous le faisons. Nous le faisons. Là, je peux vous dire qu'au titre de l'année 2021, les services d'inspection du travail ont effectué un total de 3177 contrôles. Voilà, en entreprise. Je ne dis pas que... 3777 contrôles. Laissez-le terminer. Posez-lui la question, il y a combien d'entreprises dans votre district d'Abidjan? Laissez-le terminer. Je vous en prie. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Il y a combien d'entreprises? Merci, on a compris votre question. Laissez-le terminer. C'est suffisant. D'accord. Non, vous savez, je suis en train de dire que nous faisons des contrôles. OK. Je ne dis pas que le nombre de contrôles ne mérite pas d'être accru. Je sais que notre rôle essentiel, c'est le contrôle. À l'origine, l'inspection du travail a été créée pour contrôler le respect de l'application de la législation du travail. OK. Maintenant, pour le reste, on peut en parler. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est vraiment de façon volontaire que nous ne voulons pas faire les contrôles? Non, vous l'avez dit, quand vous prenez une zone où il y a 5000 entreprises, et c'est souvent le cas, et que vous avez un personnel, nous sommes en sous-effectif, quand vous avez une trentaine d'agents qui, à côté des contrôles, doivent s'occuper des conseils. Est-ce un aveu d'impuissance? Et faire la conciliation. Monsieur, comment? Est-ce un aveu d'impuissance? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je vous dis que des choses sont en route, initiées par le ministère de tutelle, pour que nos moyens soient renforcés. Je vous dis que nous devons consacrer l'essentiel de notre temps à contrôler le respect de l'application de la législation. Très bien, on note bien, on va poursuivre, on va faire juste après, une petite pause. On a dit à quoi ça sert. Je voudrais indiquer qu'il y a des suites. On va vous permettre de continuer après, juste après cette petite pause. De combien de temps? Pour continuer. De combien de temps? Sur le plateau de NCI 360 et ce soir, nous parlons du respect des droits des travailleurs en Côte d'Ivoire. Monsieur Koumon, je vais vous donner l'opportunité de terminer votre intervention tout à l'heure, notamment sur les contrôles qui sont effectués pour l'application de la loi. Oui, pour l'application de la loi, les contrôles sont à notre libre initiative. Et donc, munis de nos cadres professionnels, nous pouvons de jour comme de nuit entrer et contrôler toute entreprise assujettie à notre contrôle, faire les prélèvements nécessaires, solliciter des médecins du travail, d'autres techniciens. Donc voilà. Et les suites, nous avons la possibilité de donner des conseils en fonction de la nature des infractions que nous constatons. On a la possibilité de faire des mises en demeure ou même de dresser des procès-verbaux d'infraction destinés au tribunal pour que les poursuites qui s'imposent soient faites. D'accord. Missa Kwasi, vous êtes inspecteur du travail. Vous avez été beaucoup cité, en fait. L'inspection du travail a été beaucoup citée dans les échanges. Votre réaction? Déjà, avant de réagir, je voudrais profiter de l'antenne pour féliciter l'ensemble de nos camarades inspecteurs du travail qui se battent tous les jours, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, se battent tous les jours pour consolider la paix sociale au niveau des entreprises. Je pense que trop souvent, nous sommes accusés, mais trop souvent aussi, on oublie quand même de nous faire un satisfecit. Je pense que les centrales sont là. À l'occasion, elles pourraient nous le donner. Je voudrais revenir sur la question. Non, mais on te rassure. C'est nous qui avons engagé le débat avec l'appareil d'État pour qu'on vous dote un véhicule, etc., qu'on augmente votre budget. D'accord, on va le laisser terminer. OK. Donc, revenons sur la question du contrat de travail. Je voudrais dire que le Code du travail est assez clair. Le contrat du travail se prouve par tout moyen. Alors, les centrales nous ont donné des exemples où
on leur a demandé de présenter des pièces. Mais il y a des situations où l'inspecteur du travail lui-même, il mène une enquête où il demande aux travailleurs, est-ce que votre employeur ne vous a jamais remis une demande, une autorisation de permission? Est-ce qu'il ne vous a jamais remis un bon de caisse? Ce sont tous ces éléments, l'ensemble de ces éléments qui constituent la preuve. Après, ce dont il s'agit des mécanismes de recours. Parce que lorsque vous vous trouvez devant le tribunal du travail, il y a la première instance, il y a l'appel et il y a la Cour suprême. OK. Avant d'aller sur les différents mécanismes, c'est peut-être le lieu aussi d'informer les travailleurs des pièces qu'ils pourraient collecter pendant l'exercice ou pendant le travail. Moi, j'aimerais revenir sur ce point d'accusation de l'inspection du travail. On vous accuse d'être très souvent du côté de l'employeur. Quelqu'un m'a dit en off, en préparation de cette émission, quand tu vas à l'inspection du travail, toi, le travailleur, tu n'as jamais raison. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'accord, merci madame. Je voudrais déjà dire à premier abord que nous avons soulevé tout à l'heure la question de l'information du travailleur. Je voudrais ici sur le plateau préciser que l'inspecteur du travail ne crée pas de droit. L'inspecteur du travail ne fait qu'appliquer le droit du travail. Et ce droit du travail est contenu dans des documents tels que le Code du travail, les décrets d'application et la convention collective interprofessionnelle. Voici les outils mis à la disposition de l'inspecteur du travail pour régler un conflit. Mais comment ça se fait que souvent vous êtes du côté du travailleur, oui. de l'employeur? J'en arrive. Comme je l'ai dit, c'est une question d'information. Okay. Pourquoi c'est une question d'information? Parce que je pourrais vous donner un exemple où un travailleur a reçu une demande d'explication, il a refusé de répondre à la demande d'explication au motif qu'il n'a rien à se reprocher. Or, conformément aux dispositions du Code du travail, préalablement à toute sanction, l'employeur a l'obligation de remettre une demande d'explication au travailleur. Ce dernier a l'obligation de l'accepter et d'y répondre. Le fait que le travailleur refuse de réceptionner la demande d'explication pourrait être interprété comme une insubordination. Une telle situation, lorsqu'elle va arriver devant l'inspecteur du travail, il ne va faire que lire le Code du travail. Merci, mais je vous donne en opposition... Monsieur Soro, laissez-le terminer. Si vous permettez, et vous allez lui donner... Il va terminer, s'il vous plaît. Si vous permettez, je termine. Je donne un autre exemple. Je veux dire, nous, en tant qu'inspecteurs du travail, nous travaillons sur les questions de conflit. L'exemple le plus banal, c'est l'exemple du conflit entre un homme et son épouse. Lorsque le voisin viendrait intervenir, à tort ou à raison, on jugera toujours que celui qui est venu intervenir a pris fait et cause une autre partie. Est-ce que vous êtes en train de dire, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, que sur un cas, sur 10 cas que vous recevez, qui arrivent à l'inspection du travail, 9 cas, le travailleur n'a pas raison? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, ce n'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que vous dites concrètement? Ce que je dis... J'ai des chiffres. D'accord, il va des statistiques. Ce que je dis, c'est que l'inspecteur du travail ne prend pas fait et cause pour l'une ou l'autre des parties. L'inspecteur du travail, au regard de la situation qui lui est donnée, regarde ce que disent les tests et il ne fait qu'appliquer les tests. C'est pourquoi d'ailleurs il y a des voies de recours. Parce que l'inspecteur du travail peut donner une position qui est contestée aussi bien par le travailleur que par l'employeur. Très bien, on a bien compris. Soro Mamadou, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Il va donner son cas pratique rapidement et je reviens à vous. C'est la société Palmsi, où la fédération des 5 syndicats ont fait une procédure pour aller à un arrêt de travail. L'arrêt de travail a été observé. L'employeur prend la procédure pour les licencier parce que, selon eux, la grève est irrégulière. 2 inspecteurs du travail qui sont à Abidjan ici font droit à la requête de l'employeur. 3 inspecteurs qui sont à Boisseau disent oui, la procédure est régulière, donc ils s'opposent au licenciement. OK. Comme on n'a pas les représentants, on va y arriver. Je suis le représentant. D'accord, ils sont affiliés à Humanisme. OK, d'accord. Donc, j'ai poursuivi la procédure, on est au Conseil d'État actuellement. D'accord, on note bien ce cas pratique. Je reviendrai à vous, monsieur. Ce qui m'intéresse, c'est la question que vous avez posée. Que, généralement, pour ne pas dire toujours, quand les travailleurs se plaignent, ils n'ont pas... C'est la perception générale des populations. C'est la perception. Nous avons des chiffres. Durant l'année 2021,
nous avons enregistré 11 831 dossiers de plainte. D'accord. Et sur ce nombre, nous avons concilié 7 160. Quand nous disons concilier, ça veut dire que les travailleurs ont eu gain de cause. OK. Alors, il est clair que tout le monde ne peut pas avoir gain de cause. Il est évident que ce sont les faits qui vous donnent tort ou qui vous donnent raison, selon notre appréciation. C'est ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à côté de cela, il y a eu des transmissions au tribunal, au nombre de 1673. Autrement dit, l'inspecteur du travail n'est pas investi de tous les pouvoirs. C'est une première instance, on va dire. Il y a d'autres instances de recours jusqu'à... Merci. Voilà, Mais ça passe en 5 secondes et on va évoluer. C'est ce que je voulais dire. En 5 secondes, si vous voulez réagir à ce que Soro Mamadou a dit. Oui. On peut réagir encore. Je voudrais dire déjà, il vient de nous porter une information. Une demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail, lorsqu'il répond, elle est toujours motivée. Elle est toujours motivée. Donc, venir sur le plateau de télé et nous dire qu'il y a eu un licenciement. Non, moi j'ai dit... S'il vous plaît, laissez-le terminer. Merci de le laisser terminer. Les inspecteurs d'Abidjan. Soro Mamadou, on va le laisser terminer. Il a bien compris votre... Il a bien compris. Je ne pense pas. Si, on va le laisser répondre. S'il vous plaît, on va le laisser répondre. Monsieur Koumon, on va laisser M. Missa répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Merci bien, madame. Je voudrais rassurer le secrétaire général, M. Soro Mamadou, pour dire qu'en vérité, nous sommes des partenaires. C'est pourquoi je dis, lorsque vous nous dites qu'il y a eu un licenciement et que vous vous retrouvez au Conseil d'État, certainement que vous avez des arguments à faire prévaloir. Mais également, les inspecteurs qui ont pris les différentes décisions ont des arguments également à faire prévaloir. Vous convenez avec moi qu'on peut ne pas être d'accord. Vous et moi, on peut ne pas être d'accord sur une même situation. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a des recours. OK, d'accord. Sur la question, moi je pense qu'effectivement, on peut accuser à tort ou à raison, mais à la pratique, c'est-à-dire ce que nous avons l'habitude de pratiquer, effectivement, il y a des problèmes en matière d'interprétation des textes, parfois. Je le disais tantôt que les travailleurs, de façon générale, ils n'ont pas toujours la même compréhension parce que parmi eux, il y a beaucoup qui sont analphabètes et qui viennent. Et la façon de les recevoir aussi est un problème. Mais ces cas dont on parle existent effectivement. On a un cas, par exemple, au port avec Global Manutention, des travailleurs qui viennent d'un congé et qui arrivent, qui prennent service parce qu'il y a une situation antérieure de grève. On dit non, ils sont travailleurs là, ces travailleurs-là sont renvoyés. Okay. Et jusqu'aujourd'hui, l'inspecteur qui a géré cette situation, mais on se rend compte que finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas véritablement résolu la question. Mais il n'est pas sur le plateau pour répondre à cette accusation. Je ne l'accuse pas, mais je veux dire que ces travailleurs aujourd'hui sont dehors, ça fait 9 mois. On interpelle, mais il n'y a pas de solution. On note bien. Mais ça passe, il y a la question d'un téléspectateur pour vous. Et je veux m'assurer que j'ai bien compris et noté la question. Est-il normal d'appliquer les 60 heures dans les écoles privées, comme on le ferait pour les ouvriers? Est-il normal d'appliquer 60 heures de travail dans les écoles privées? Bon. Sur cette question, je voudrais déjà préciser. Ah oui, c'est ce que j'ai... Je voudrais déjà préciser que le Code du travail a donné le dispositif légal. D'accord. Le dispositif légal. Et à côté de ce dispositif, sinon dans ce dispositif, il y a des situations d'équivalence, il y a des questions de dérogation temporaire et de dérogation permanente. D'accord. Et donc, répondre tout de suite là, sans forcément maîtriser tout le contour, c'est peut-être préjudiciable. Donc, je dis simplement qu'il se rapproche de l'un de nos services, selon la commune dans la commune où il exerce. Il y a certainement une inspection du travail du ressort. Il pourrait se rapprocher des inspecteurs. D'accord. Mais monsieur, on va... sur les avis contradictoires des inspecteurs du travail, souvent quand on le dit, ça m'étonne. Prenez le tribunal. C'est des magistrats qui vont à la même école.
c'est un magistrat en première instance qui donne une décision qui est, j'allais dire, infirmée en appel. Et en cassation, un autre. Je veux dire, c'est une différence d'appréciation qui peut s'expliquer. Est-ce que vous voyez? Et donc, ça ne devrait pas du tout être un problème. On note bien et on va... Vu qu'on... On note bien et on va évoluer dans les échanges. Monsieur Soro, s'il vous plaît. Monsieur Soro Babadou, vous n'avez pas la parole. On va évoluer. Voilà, on va évoluer dans les échanges de ce soir, au risque de rester sur une thématique. On va évoluer. Le Premier ministre a parlé de la trêve sociale. Voilà. Et dans les préparatifs de cette émission, c'est une thématique qui est revenue, notamment cette trêve sociale-là, à qui profite-t-elle réellement? Le travailleur lambda qui se trouve dans une région, dans une zone rurale quelque part, en quoi qu'est-ce que cette trêve sociale lui apporte concrètement sur le terrain? Je vais commencer par les centrales syndicales, mais permettez que je commence par M. Nyanya, qui n'a pas parlé depuis un bon moment. Merci, voilà. Allez-y. Merci, madame. Merci. Je voudrais, avant d'aborder cette question, dire qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur l'ensemble d'une corporation. Il y a du bon et du moins bon, comme dans tous les secteurs d'activité. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des inspecteurs du travail, accompagnés des camarades. Vous revenez sur la question de l'inspection du travail. On est sur la question de la trêve sociale. Qui ont eu, n'est-ce pas, la chance d'avoir un dossier très bien tranché. OK, d'accord. Merci de fermer la parenthèse. Sur la question de la trêve sociale, je voudrais préciser qu'il faut contextualiser la question de la trêve sociale. D'accord. Elle ne concerne pas tous les secteurs d'activité. Il s'agit, dans un premier temps, du secteur public. En 2017, à l'issue d'une grève générale de 3 semaines avec le Premier ministre Amadou Gonde, alors, les organisations syndicales ont abouti à un accord en 2 documents. La question demeure. Oui, je viens. Il faut comprendre le contexte pour mieux cerner cela. Nous sommes des acteurs de cela. Donc, nous avons abouti au mois d'août 2017 à un accord où les organisations syndicales, centrales syndicales fêtières d'hier, ont signé un accord sur 5 ans. Cet accord-là prend fin le 17 août 2022. Le contexte et ce que le gouvernement souhaite, c'est le renouvellement de cet accord. Et pour cela... On comprend bien le contexte. La question aujourd'hui, c'est le bilan. À qui ça profite? Qu'est-ce que ça a apporté? La première partie de cet accord, je vais dire sur les 5 premières années, cet accord a profité aux travailleurs du secteur public. Il y avait 5 points de revendication qui ont été portés devant le gouvernement et le gouvernement avait accédé aux 5 points. Ce qui donne autour d'un montant global de près de 300 milliards de francs CFA, c'est-à-dire le stock des arriérés, des mesures actées de 2009 qui ont été apurées, qui sont en cours d'appurement d'ailleurs sur 8 ans, et 249 milliards que le gouvernement a accepté de payer. Il y a eu une bonification indiciaire d'un groupe de travailleurs, 41 000 fonctionnaires de certains secteurs, qui ont eu une bonification indiciaire de 100 à 150 points. Il y a eu le recrutement des journaliers, n'est-ce pas, à la fonction publique qui, n'est-ce pas, souhaitait ce recrutement. Et bien d'autres. Il y a eu la question de la retraite. Il y avait une réforme de la retraite en 2012 qui avait réduit les pensions. Et à cette occasion-là, le gouvernement a accepté de faire une réforme de la réforme pour bonifier un tant soit peu, n'est-ce pas, les pensions. Donc, toute cette réforme globale a abouti à un décaissement global de plus de 300 milliards de francs CFA. Et donc, nous sommes à la fin de ce processus. Le gouvernement souhaite que donc, les travailleurs ont bénéficié, les travailleurs du secteur public ont bénéficié, plus de 120 000 travailleurs ont bénéficié, n'est-ce pas, de cet accord en 2 documents. Un sur les revendications et un autre sur la trêve sociale. Le gouvernement aussi a bénéficié d'une période d'accalmie parce qu'en 2017, il y a une grève générale conduite par des organisations transversales. Pendant les 5 ans, ces organisations-là n'ont engagé aucune lutte pour perturber, n'est-ce pas, la paix sociale. Donc, le gouvernement aussi a bénéficié d'un cadre général apaisé qui lui a permis, n'est-ce pas, de mettre en route sa politique économique. D'accord, bien noté. Soro Mamadou. C'est avantageux. Voilà. Est-ce que vous partagez cet avis, Soro Mamadou? Oui, puisque je suis acteur aussi de tous ces dispositifs. Mais ce que je voudrais vous dire, il faut savoir que l'action du syndicalisme, prioritairement, c'est le plaidoyer, le dialogue social. La question des mouvements de grève sont des moments d'exception pour nous. Et parce que ces moments, ce sont des moments, ce n'est pas des rendez-vous de dîner-gala. C'est un rapport de force où quand tu ne réussis pas, tu seras guillotine pour toi. Donc, en général, quand on nous offre le dialogue social, on l'implémente, on le fait jusqu'au fond. Et c'est ce que le gouvernement veut nous offrir. Il nous offre la possibilité
de pouvoir aller dans un cadre de sérénité et de pouvoir, de façon scientifique et méthodologique, discuter des différentes problématiques qu'on a fini de recenser. Il y a 2 mois, à la fonction publique, on a déjà recensé. Ce sont 16 problèmes transversaux que nous avons déjà mis dans une matrice. Au niveau du secteur privé, ce sont 19 points que nous avons fait en matrice avec le ministre de l'Emploi que nous devons adresser. Donc, le dialogue qui va s'ouvrir, c'est sur ces thématiques et c'est à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Ce que le gouvernement va nous donner. Si à un moment donné, on trouve que ça va profiter et que c'est acceptable pour le moment, on va signer. Et donc, c'est ce que le Premier ministre a demandé. Et c'est pourquoi nous disons que nous attendons ces moments, qu'ils ouvrent le dialogue. Et s'il est franc et sincère, et si on a effectivement un rendez-vous où on nous donne quelque chose, mais écoutez, nous-mêmes, ça va nous permettre de mieux structurer nos organisations, parce que tout ce qu'on dit, il y a aussi une insuffisance structurelle de nos organisations qui est au rendez-vous. Très bien noté. Évariste Koudou. Alors, moi, je pense que, tout en prenant en compte ce qui a été dit, la trêve sociale, il est toujours bien d'y aller et de même de demander. Je sais très bien que être syndicaliste, c'est d'abord d'être un parfait négociateur. Pour être syndicaliste, il faut être un parfait négociateur. On ne va pas tout de suite, comme ça, sur un champ de bataille comme on veut. Mais un syndicaliste, d'abord, il négocie. Et c'est quand ça ne va pas, la grève, ce n'est pas parce qu'on la décrète. Aujourd'hui, si le gouvernement demande encore de la trêve, c'est pour dire que certainement, il y a des choses qui n'ont pas été accomplies, qui ne sont pas parfaites. Il y a eu des convulsions dans beaucoup de secteurs, malgré la trêve. Il y a eu des convulsions, il y a eu des grèves. On a même récemment vu le secrétaire général du syndicat de la fonction publique qui a été envoyé à la MACA et qui a été libéré. Mais c'est pour dire qu'au-delà de la trêve sociale, il y a de véritables convulsions au niveau social, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Merci. Au niveau du privé, c'est même encore plus difficile là-bas parce que là-bas, les règles sont je ne sais pas comment je vais dire, mais les règles sont difficilement appliquées et les travailleurs ont beaucoup de problèmes. Les licenciements sont à l'appel pratiquement dans le privé. Merci. Ça, c'est un problème. Et donc, avec ça, on ne peut pas parler de trêve en réalité. Il faut que l'État règle ce problème-là aussi. Il faut que l'État soit vraiment le contrôleur de tout ça pour mettre les gens au pas. Merci. On a bien noté votre avis. On va évoluer dans le débat et parler maintenant du code du travail. Mais juste dire aux téléspectateurs que nous avons un souci technique avec le téléphone et que les techniciens sont en train de travailler pour régler ce problème. Ne soyez donc pas frustrés, c'est juste un problème technique. On va parler du code du travail, des forces et des faiblesses de ce code. On a entendu beaucoup de choses sur ce code, mais juste avant d'aborder ce code, M. Koumou, ma question sera sur les réformes du statut de la fonction publique. On avait entamé les réformes, si ma mémoire est bonne, 2018, on avait parlé de cette réforme. Réforme du code du travail. Non, je ne suis pas encore sur le code du travail, sur le statut de la fonction publique. Oui. Allez-y. Oui. Sur le statut... Rapidement. Voilà, sur le statut de la fonction publique, effectivement, nous avons un statut général de la fonction publique qui date de 1992 et qui, n'est-ce pas, a été à la base de beaucoup de convulsions au niveau de la fonction publique. Donc, depuis plusieurs années, et particulièrement depuis 2018, le gouvernement et les acteurs sociaux, les syndicats, se sont retrouvés à Yamoussoukro et nous avons convenu d'un document conjoint. Oui. Avec des avancées importantes au niveau des travailleurs. L'avant-projet est au niveau du gouvernement. Et nous attendons l'adoption de ce nouveau statut par le gouvernement qui sera transmis à l'Assemblée nationale pour que ce document devienne une loi de la République pour régenter, n'est-ce pas, la fonction publique. À l'intérieur de ce document, par exemple, nous avons pu obtenir un point important, c'est que l'indemnité contributive au logement qui a été jusque-là attribuée à certains fonctionnaires et pas à d'autres, a été inscrit comme un droit aujourd'hui pour le fonctionnaire dans ce document. Et nous espérons que très rapidement, le gouvernement va adopter et transmettre ce document. Merci pour cet éclairage. Merci pour cet éclairage. On va maintenant parler du code du travail. Je vais commencer par vous. Monsieur Traoré, ça fait un bon moment que vous n'avez pas pris la parole sur notamment sur le code du travail. Votre avis, les forces ou les faiblesses de ce code selon vous? Écoutez, le code du travail, on a eu un peu l'exercice tout de suite avec l'inspection et puis les syndicats. Mais je pense que c'est des quasi-guerres permanentes. Vous savez,
en termes de matière de travail, on a toujours envie de faire au mieux. Donc bon, on a envie de dire que c'est assez classique. Vous savez, le Code du travail, on l'a un peu dit, d'un point de vue normatif, il est très clair. Oui, il évoque beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'avancées, mais vraiment, c'est dans la phase de pratique. Est-ce qu'il est dans sa phase, il n'a pas d'insuffisance dans le fond? Moi, je parle avant d'arriver à la pratique. De la CNPS, je prends le fait qu'au niveau du Code, il est très clair. L'article 2 nous couvre tous, on l'a dit. Et pour revenir sur un débat qu'il y a eu sur le contrat de travail, qui peut être écrit ou non écrit, je le dis parce que, bon, on peut avoir le débat écrit, mais je pense qu'il est beaucoup plus intéressant pour tout le monde que cette ouverture soit précisée, le fait qu'il soit non écrit aussi. Vous savez, la preuve incombe au demandeur, c'est beaucoup plus simple de l'invoquer. Mais ne pas prévoir ça, c'est encore plus restrictif. Bon, c'est un autre débat, mais pour dire que ce code-là, il a beaucoup d'ouverture. Et pour nous, CNPS, c'est un code qui nous permet en tout cas de prendre en charge toutes les populations travailleuses et travailleurs en Côte d'Ivoire, aussi bien au nord, dans le sud, on l'a dit, il couvre le territoire du pays de façon nationale, mais il permet en tout cas de répondre. Et bon, en ce qui concerne les éléments de coercition, là peut-être on pourrait y revenir. Je pense qu'il faut peut-être qu'on évoque dans les phases de revue un peu plus de coercition quand même, voilà, en certains éléments. Voilà. On a un peu pas assez vu la puissance publique même, les syndicalistes l'ont dit, fermer les entreprises comme ça. C'est les éléments qui sont souvent bien pour l'opinion même publique, qu'on arrive à des fermetures officielles d'entreprises qui sont de mauvais exemples, qui ne respectent pas le code. Et je pense que c'est les éléments qui sont écrits certes dans le code, mais pas assez appuyés, de sorte que dans la pratique, bon, mais on a des interprétations qui peuvent être différentes. Il faut renforcer. Justement, j'ai cette question d'un internaute. Est-ce qu'un prestataire peut se rendre à la CNPS pour s'auto-déclarer? Oui, bien sûr, oui, totalement. Vous savez, bon, on va peut-être revenir là-dessus. La CNPS, de façon, dans le principe même, ça concerne un travailleur salarié, c'est-à-dire se régit au code. Mais là, depuis 2019, on va peut-être en parler après, il y a eu un décret qui fait que maintenant, tout ce qu'on appelle travailleurs indépendants, c'est-à-dire ces personnes qui ne sont pas soumises au code du travail, qui peuvent de leur propre fait se déclarer à la CNPS. Oui, ce qui fait que maintenant, en Côte d'Ivoire, qu'on soit travailleur salarié, secteur privé, ou qu'on soit indépendant à son compte, on est régi par la CNPS. Donc, pour venir à votre question, cet internaute-là peut venir à la CNPS. Il y a un dispositif qui est mis en place pour le recevoir, pour faire ses formalités d'immatriculation et puis suivre avec lui sa carrière pour qu'il ait une retraite un peu comme les salariés du secteur privé en l'état actuel. Très bien. Missa Kwasi, je vais terminer par vous, M. Kouma. Missa Kwasi, les forces et les faiblesses du Code du travail? Oui, déjà. Ou bien on n'a que des forces avec vous? Non. OK. Non. Parce que toute œuvre humaine est imparfaite et que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, il faut toujours aller dans le sens. Mais pour bien apprécier, il faut peut-être faire une étude comparative entre le code de 1995 et celui de 2015. Et lorsqu'on fait cette étude, je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'améliorations. Naturellement, il y a encore des faiblesses, mais il y a des améliorations. Par exemple, dans le code de 2015, on parle maintenant d'harcèlement. C'est-à-dire, un travailleur qui est sujet au harcèlement peut valablement aller au niveau de l'inspection du travail pour se plaindre. Qu'il soit moral ou... Qu'il soit moral ou sexuel. OK. Sous toutes ses formes. D'accord. Donc, là, c'est déjà une avancée, étant donné que dans celui de 95, il n'y en avait pas. Quand on prend les conditions de travail, par exemple, aujourd'hui, il y a des dispositions, notamment sur les contrats de stage, qui n'existaient pas dans le code de 95, qui existent dans le code de 2015. Il y a eu des situations où des travailleurs ont été maintenus dans une situation de stagiaire pendant plusieurs années. Aujourd'hui, avec le code de 2015, cette situation ne peut plus exister puisque cette question est définitivement réglée. Okay. Il y a, par exemple, le droit de retrait pour un travailleur qui se retrouverait dans une situation où sa vie serait en péril. Il peut se retirer sans que l'employeur ne puisse lui en tenir rigueur. Je veux dire, il y a vraiment une liste assez exhaustive. Il y a la mise en place d'un comité d'entreprise, par exemple. La procédure disciplinaire, par exemple, est clairement établie dans le code de 2015. Naturellement, en tant qu'inspecteur du travail, nous pensons qu'au niveau de la coercition, il serait quand même intéressant qu'on nous donne plus de pouvoir. Mais rappelez que... beaucoup estiment que ce code donne beaucoup plus de pouvoir aux inspecteurs de travail. Ce n'est pas le cas? Pour nous qui sommes les praticiens, à la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Ce n'est pas un avis que vous partagez. D'accord. Mais je veux rappeler aussi que nos centrales, qui sont nos partenaires, sont parties prenantes dans l'élaboration du Code du travail. Merci. Et justement, je vais me tourner vers les centrales.
On vous a souvent entendu dénoncer, décrier certaines choses dans ce code de travail. Qu'est-ce que vous dénoncez concrètement, Évariste Coudi? Alors, je pense que pour avoir participé à l'élaboration, sinon à la réforme du Code du travail de 1995, parce que c'est en 2012 que nous avons pratiquement terminé les travaux de ce code qui a été promulgué en 2015. Alors, nous avions d'abord critiqué le fait que le code était, c'est-à-dire le patron était trop présent, c'est-à-dire l'employeur était trop fort. Vous trouvez que ce code est avantage plus de en 1995, on avait dit, s'agissant de la flexibilité, c'est-à-dire le patron avait toujours l'initiative. On avait même effectivement parlé de l'inspection du travail, qui à l'époque n'avait pas un certain nombre de pouvoirs. On a donc demandé à ce que l'inspection, effectivement, ait un certain nombre de pouvoirs pour prendre des décisions. Par exemple, pour le licenciement d'un travailleur, à l'époque, certes, il pouvait consulter, juste informer l'inspecteur, mais même demander l'autorisation, les gens le faisaient comme ils le voulaient. L'autre élément, au niveau de la coercition, c'est que dans la procédure, aujourd'hui, vous avez un employeur qui vient, qu'on appelle à une conciliation, qui ne vient pas. Et même quand l'inspection lui envoie une convocation, il ne vient pas. Une fois, deux fois. Bon, dans le code, on a dit simplement que s'il ne vient pas, il va payer certainement une amende de 1 million de francs. Certainement, c'est ce qui est écrit. Mais je le dis souvent, je dis, mais pour quelqu'un qui brasse des milliards, 1 million à payer parce qu'il n'est pas venu à une conciliation, ça représente quoi? Ça ne représente rien. Et donc, derrière tout ça, je me souviens très bien, pendant une conciliation où nous avions un patron qui était assis avec des travailleurs et qui dit que lui, il a son code à lui, parce que c'est son entreprise et que ce code que nous avons ne tient pas, simplement parce qu'on voulait qu'il organise des élections de délégués. Okay. Et cela a mis 4 ans pour qu'on arrive à cela. Okay, donc, une des faiblesses aujourd'hui, nous sommes encore dans cette procédure. Vous allez à l'inspection du travail pour demander que dans une entreprise, par exemple, il y ait l'élection des délégués. Ce qui est écrit et qui est contenu dans le Code du travail. Et même quand... Vous avez 2 secondes maintenant. Oui, quand l'entreprise ne veut pas, l'inspecteur même et peut contraindre l'entreprise à le faire. Mais on est resté en l'état parfois dans beaucoup d'entreprises. Donc c'est une faiblesse. On note bien, mais est-ce que c'est une faiblesse? Et je vais peut-être donner la parole à Soro Mamadou. Oui, c'est une faiblesse. Est-ce que finalement c'est une faiblesse du code en lui-même ou bien est-ce qu'on est en train de parler de l'application? Non, je voulais terminer sur ce point. En 2 secondes. Oui, je voulais terminer. À la fin de ce code, on avait demandé que ce code soit appliqué pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, on allait l'évaluer depuis 2015. Nous sommes en 2022, ça fait 6 ans, ce code que nous avons. Merci. On devait l'évaluer depuis 3 ans. Soro Mamadou. Oui, je voudrais d'abord noter que les décrets et arrêtés annexes qui devaient permettre l'application de ce code du travail 7 ans après n'ont pas encore été pris. C'était ma question, justement. Donc, ça veut dire que ce code-là, il n'est pas mis en application parce qu'on a oublié d'aller prendre les décrets annexes de l'ancien code pour venir arrimer et appliquer sur ce nouveau code. D'accord. Première faiblesse. Deuxième. La deuxième faiblesse, le code n'a pas prévu l'obligation à l'employeur de mettre à la disposition des travailleurs via les délégués d'un G du code du travail pour qu'ils aient accès à l'information. On avait mis, et après le consensus de G 2013, le patronat a fait un blocage et le gouvernement a retiré avant d'envoyer à l'adoption. OK, deuxième. Troisième. Troisième élément, c'est sur la liste des maladies professionnelles. Le process pour déclarer une maladie professionnelle n'est pas très clair. Si bien qu'aujourd'hui, tu peux être dans l'entreprise et à un moment donné, quand tu veux démontrer que c'est au niveau de l'entreprise que tu as eu la maladie, eh bien, tu dois commencer par le centre de santé de l'entreprise. Naturellement, le monsieur est payé par l'entreprise, il ne te délivrera pas les éléments nécessaires. Donc, il faudrait qu'on puisse trouver un dispositif pour y inclure, soit on arrive avec un certain nombre d'établissements CNPS ou les CHU, pour qu'effectivement,
cette possibilité qu'on fasse des examens poussés pour reconnaître ou pas qu'effectivement ça a été dû au travail. Troisième élément. Quatrième. Bon, quatrième élément, je pense que c'est au niveau des bilans de ces entreprises. Il faudrait qu'il y ait une communication plus poussée pour que là où les entreprises déposent le bilan d'exercice de fin d'année soit connu. Parce qu'il faut qu'on consulte 3 ans précédentes pour pouvoir justifier que nous sommes en position de licenciement collectif. Or, ce n'est pas très clair dans le code. Je voudrais aussi dire concernant le SMIC, ici c'est l'application. Le code, non, c'est un autre décret, mais qui est annexé au code, qui a relevé le SMIC de 36 607 francs à 60 000. Okay. Aujourd'hui... Décret de 2013, si ma mémoire... Voilà, 2013 promulgué en 2014. Donc, aujourd'hui, vous partez dans les sociétés, toutes les sociétés de sécurité privée, mais non, ce n'est pas appliqué. La question de la déclaration des travailleurs à la CNPS, ce n'est pas clairement tranché. C'est une déclaration qu'on a faite. Les entreprises doivent déclarer. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Et puis aussi, je pense que ce code a diminué la protection des travailleurs protégés. Hein? C'est ce que je voulais dire. A diminué la protection des travailleurs protégés. Dans l'ancien code, on pouvait protéger jusqu'à 15-20. Aujourd'hui, il s'agit de 6 personnes. OK, d'accord. On a bien noté. Réduction. Et puis maintenant, ici, vous voyez les statistiques... En 2 secondes, hein, parce qu'il nous reste assez de temps. Les statistiques que les inspecteurs du travail présentent sur les licenciements, ce sont les licenciements des travailleurs protégés. Sinon, quand une entreprise licencie un travail quelconque, ils ne les informent pas. Okay. Si bien les statistiques qu'ils ont sur les licenciements, ce n'est pas les vraies statistiques. D'accord, merci. Monsieur, ça, le code ne l'a pas Monsieur Nyanya Zadi, oui, je pense le code ne l'a rapidement, sur des points qui n'ont pas été évoqués. Oui, donc, tout a été dit plus ou moins, mais je voulais insister sur la question des travailleurs protégés. En tant que syndicaliste, je pense que c'est un aspect important. Mais autre élément, la question des pandémies. On a observé, par exemple, avec la Covid, qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans les licenciements qui ont suivi dans la protection des travailleurs. Je pense que ce code-là, comme l'a dit le camarade Koudou tout à l'heure, mérite une révisite. OK, d'accord. Et que, voilà, on puisse prendre en compte ces aspects. D'accord. Monsieur Yaokoumou, je vous ai vu. Je voudrais dire, vous savez, beaucoup de documents. Nous n'avons pas forcément la même lecture parce que nous n'avons pas la même pratique. Mais je commence par dire que j'ai un tableau comparatif ici. Des dispositions du Code de 1995 et celle du Code de 2015 que je pourrais partager avec vous et vous verrez qu'il y a d'énormes avancées. Ça, on est d'accord. Alors, non, quand le SG Soro disait tout à l'heure qu'on a réduit le nombre de travailleurs protégés, en fait, il faut tout dire. Vous ne dites pas tout parce que, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Nous avions des bureaux de syndicats qui n'étaient composés que de SG et de SGA. Parce que, justement, l'article 90 de la Convention collective a indiqué que c'est le SG et les SGA qui sont protégés. Anciennement, donc, on constituait, les syndicats constituaient des bureaux normaux avec un SG, 2 SGA, des trésoriers, des commissaires, etc. Des chargés de communication. Et après, quand ils ont découvert que, en dehors du SG et du SGA, les autres n'étaient pas protégés, vous allez avoir un bureau où il y a un SG et un SGA. Au lieu de dire trésorier, il est SGA chargé des finances, SGA chargé de la communication. Et rien ne l'interdisait. Je peux lui donner l'information. Non, je termine. Non, laissez-le. Nous l'avons connu. Vous savez, on tient compte dans l'évolution et dans la réforme des choses de ce qu'on constate sur le terrain. Donc, il nous est arrivé de constater qu'un bureau de syndicat n'était constitué que de SG et SGA. OK. Et donc,
ce n'est pas d'autorité, ce n'est pas l'inspection du travail qui est arrivée à cette réforme. Hein. C'est les partenaires, l'ensemble des partenaires sociaux. Juste sur ce point. Je vous donne, laissez-le terminer. Conformément, le temps est parti, on est arrivé malheureusement au terme. Le patronat. Laissez-le terminer, comme ça on va se comprendre. SGA, les 5 premiers SGA, quel que soit le nombre de SGA, mais que ce sont les 5 premiers SGA qui sont protégés. En 30 secondes, parce qu'on a vraiment plus de temps. Merci. En 30 secondes. Vous voyez, les convocations. Lorsqu'on parlait des licenciements, 30 secondes. Prenez un exemple, n'est pas bon. Oh, il s'agit ici d'un exemple d'une entreprise de Libanais qui licenciait tous ceux qui créaient un syndicat. Et c'est la centrale Unatersi a regardé et dit, mais comment on fait? Alors, ils ont pris leur bureau de 30 personnes et dit, on les met SGA. Mais une seule entreprise aurait suffi pour dire qu'on diminue la protection. Ok, d'accord. On note bien, 30 secondes, on n'a plus de temps. Allez-y, terminez. Sur la question, s'il vous plaît. Ce que je voudrais dire, madame. Allez-y. Alors, les représentants du personnel sont communément appelés travailleurs protégés. Okay. Cela ne veut absolument pas dire que c'est exclusivement eux qui sont protégés. Tous les travailleurs sont protégés. C'est le mécanisme de la protection qui n'est pas le même. D'accord. Un travailleur qui est licencié abusivement peut recourir aux dispositions de l'article 18.15 afin d'être dédommagé. Je termine. Monsieur Koudou a dit on peut convoquer un travailleur, que dis-je, un employeur, et il ne se présente pas. Mais nous sommes là dans une tentative de conciliation des parties. Okay. La conciliation exclut la force. Nous n'avons aucun pouvoir pour contraindre un employeur à se présenter. Seulement la loi dit, quand il se présente, vous tentez la conciliation. Et si vous la réussissez, vous en dressez un procès verbal. Okay. Si vous échouez, vous faites un PV de non-conciliation. S'il ne se présente pas du tout, vous faites un PV de non-comparution, comme il l'a dit. Vous voyez donc, le Code du travail a prévu toutes les éventualités. D'accord. La question que moi j'avais pour vous... de quoi pourrait-on donc mettre cela donc, sur la responsabilité. Merci. On note bien. Le temps est parti à cette émission. Voilà. On arrive au thème. Merci, s'il vous plaît. On arrive au thème de l'émission. Monsieur Yaokoumou, moi, j'avais justement une question pour vous. C'est vrai que nous sommes au thème. Est-ce qu'à ce jour, tous les décrets d'application de ce Code de travail ont été adoptés rapidement? Merci. Vous me permettez d'en parler. Ce n'est pas, et ils sont d'accord avec moi, les syndicalistes, ce n'est pas de la responsabilité exclusive du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Parce que tout texte donc, de la réglementation du travail doit préalablement transiter par la commission consultative du travail. Et ils savent que, dernièrement d'ailleurs, un décret a été pris pour pouvoir donc reformer cette instance-là afin d'accélérer les choses. Et je crois qu'ils le savent, cela même nous porte à nous-mêmes préjudice. Donc, il y a un bon nombre de décrets, mais le processus qui ne sont pas encore pris, mais le processus est en bonne voie et nous pensons que cela devrait connaître. Mais dans ce processus, ce que je voulais indiquer, l'initiative appartient au gouvernement qui fait le projet, qui envoie ça à la CIPC, le comité indépendant de discussion. Et quand ça arrive là, après le travail que nous faisons ensemble, le patronat et les centrales, on envoie ça à la CCT. Mais il s'est trouvé que c'est les délais pour que ça arrive à la CIPC. Oui. C'est vrai que, on va dire fin de l'année dernière que c'est arrivé, mais les 5 projets de décrets qui sont arrivés, on les a vite travaillés. Ils sont partis à la CCT, on les a travaillés. D'accord. Maintenant, c'est au maître du gouvernement. On note bien. Mais merci. De 2015 à 2021,
n'y a pas de... Merci, hein. on déborde largement. Et moi, la dernière question, je vais la poser à M. Traoré, justement, c'est la question d'un internaute, et je m'en voudrais de ne pas vous la poser, qui demande comment se fait, sur quelle base se fait le calcul de la pension de retraite. D'accord, bon, c'est une question rapide. Bon, la pension de retraite, on l'a dit, hein, elle est le reflet de la période travaillée. Quand vous travaillez, vous êtes déclaré, vous avez un salaire. Et c'est votre salaire déclaré que vous cumulez année après année qui sert de base de calcul. S'il vous plaît, monsieur. Auquel s'applique un taux de remplacement pour avoir la pension de retraite. Donc, pour faire simple, la pension de retraite, c'est la moyenne des années travaillées appliquée à un taux de remplacement qui vous donne la pension de retraite qui vous est payée de façon viagère toute votre vie. Et quand vous décédez, on le dit, vos enfants, vos ayants droit ont la réversion. Mais comme je dis, pour faire simple encore une fois, pour toutes ces questions, nos agences sont ouvertes. On a des plateformes Internet, en ligne et autres, où chacun doit pouvoir se renseigner pour améliorer sa culture de prévoyance sociale. Merci. Merci. Et ce sera le dernier mot de cette émission. Merci d'avoir répondu à l'invitation de NCI. Nous sommes à la fin de ce numéro de NCI 360 et ce soir, nous avons abordé la question du respect des droits des travailleurs en Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité. Demain, à 19h50, vous serez avec Mélina Makissi pour NCI News. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Prenez soin de vous.